les équipes de télévision traquent l'image choc. Une entreprise d'autant plus difficile que les familles et amis ne souhaitent pas la présence des médias durant l'enterrement. Pourtant, les images réalisées sont spectaculaires. Elles sont faites avec une caméra cachée le plus souvent. La plupart des participants font partie de la pègre. Le défunt est un criminel dans la bonne vieille tradition soviétique, le parrain de la mafia russe, Vyacheslav Ivankov. Parmi les voleurs dans la loi, l'homme le plus fort et le plus puissant dans le milieu criminel de tout l'espace de l'ex-Union soviétique est Vyacheslav Ivankov, dit le japonais. Il est le roi du monde criminel. C'est en Union soviétique, au milieu des années 70, que Vyacheslav Ivankov commence son ascension vers les plus hautes sphères du crime organisé. Ivankov, alias le japonais, devient à Vorfzakon un voleur dans la loi, le titre attribué au parrain d'une caste de criminels nés sous la dictature de Staline. À l'origine, le clan des voleurs dans la loi est une société créée en réaction au système totalitaire qui régnait en URSS. Cela explique aussi la réputation, entre guillemets, dont ils jouissaient jadis et dont ils jouissent encore un peu aujourd'hui. Après l'effondrement de l'Union soviétique, Ivankov émigre aux États-Unis, où il vit d'abord sans être inquiété. Puis en 1995, le FBI l'arrête. Il est condamné à 10 ans de prison pour extorsion de fonds à des immigrés russes. En 2004, il est extradé à Moscou, où il est accusé d'un meurtre commis au début des années 90. Mais un an plus tard, contre toute attente, il est déclaré non coupable et quitte le tribunal en homme libre. Pour moi, c'est un jour de fête et un grand événement. Mais c'est aussi une joie de vous voir tous, car vous êtes mes compatriotes. Vous êtes les fils et les filles du peuple russe. Je suis une partie de vous. Après son acquittement, Vyacheslav Ivankov mène apparemment une existence de retraité ordinaire à Moscou. En réalité, il joue toujours un rôle important dans le milieu, où il œuvre en tant qu'intermédiaire entre plusieurs clans. Les affrontements finissent par s'intensifier entre les voleurs dans la loi. Ils se disputent notamment la mainmise sur les investissements financiers dans l'ouest de l'Europe. Le 28 juillet 2009, Vyacheslav Ivankov se rend dans un restaurant de Moscou pour y déjeuner. Une caméra de surveillance le filme lorsqu'il quitte le bâtiment avec 2 hommes. Quelques secondes plus tard, il est touché en pleine rue d'une balle dans l'abdomen. On le ramène au restaurant. L'enquête révélera que le tireur l'a visé depuis un camion situé à une quarantaine de mètres. Vyacheslav Ivankov succombe à ses blessures 3 mois plus tard, à 69 ans. On ignore toujours qui étaient les tueurs. On suppose que le parrain des parrains de la mafia russe a dû se retrouver pris entre 2 fronts dans une guerre de clans qui ne se limite plus aux frontières de la Russie, avec des milliards d'euros en jeu. Le crime organisé russe s'est implanté depuis longtemps dans de nombreux pays d'Europe. Selon les spécialistes d'Interpol à La Haye, il a un profil bien spécifique par rapport à la mafia italienne ou albanaise par exemple. L'une des grandes différences par rapport à d'autres organisations criminelles présentes en Europe tient au fait que ces autres organisations commettent aussi leurs délits en Europe. Les voleurs dans la loi ont ceci de particulier qu'ils effectuent souvent leurs délits en dehors de l'Union européenne et profitent de leur présence en Europe pour y investir les gains illégaux issus de ces délits. Le crime organisé russe présente donc une problématique d'une toute autre dimension, si l'on en juge par le fonctionnement des voleurs dans la loi. Exemple, l'Espagne. Nous sommes en juin 2008. Le même jour, dans différentes parties du pays, des unités spéciales de la police font irruption dans des maisons et des villas appartenant à de riches Russes. Pour les autorités espagnoles, l'opération Troïka a nécessité des années de recherche avec le soutien de spécialistes du crime organisé locaux et étrangers. Un beau coup de filet contre un réseau criminel manifestement très étendu.
L'opération Troïka a été un grand succès. Elle a permis l'arrestation de 17 personnes présumées coupables en Espagne. Cette opération reposait sur la coopération internationale. Les États-Unis, la Suisse, l'Allemagne avaient pris des mesures concomitantes aux actions menées en Espagne. Voici les faits reprochés à ces personnes par la justice espagnole. Meurtre, trafic d'armes, extorsion de fonds, coercition, escroquerie, falsification de documents, corruption, agissement répréhensible dans un contexte de corruption, contrebande, trafic de drogue, contrebande de matières nucléaires et tabac, violence commanditée, c'est-à-dire blessures graves assorties de menaces et de chantage. Ces activités ont longtemps échappé à la plupart des Espagnols et même aux autorités. Depuis le milieu des années 90, de plus en plus de Russes fortunés s'installent dans ce pays aux multiples attraits. Le journaliste Alejandro Catala a enquêté des années durant sur la mafia russe. Il est l'auteur d'un ouvrage qui fait autorité sur l'influence discrète, mais toujours croissante, des Russes en Espagne. En Espagne, personne ne s'est rendu compte de ce qui se produisait dans les années 90. Personne ne s'est aperçu que tous ces nouveaux Russes qui arrivaient ici pour investir avaient également d'autres intentions. Les premières opérations nous ont permis de comprendre. L'opération Mármol Rojo, par exemple, qui a révélé comment un président d'un club de football s'est lancé dans des affaires rapportant des millions d'euros avec de l'argent russe. La police commence à s'intéresser à des gens d'origine russe qui ne travaillent pas et ont un train de vie impressionnant. On commence à avoir le sentiment que la mafia russe n'est pas quelque chose d'imaginaire, mais qu'elle est bien là. L'Espagne est d'autant plus intéressante pour le crime organisé russe qu'elle offre de nombreuses possibilités d'investir de grosses sommes d'argent en toute discrétion. Ils achetaient de grandes villas et de grandes étendues de terrain où ils construisaient des maisons et des châteaux. Mais ils étaient très discrets dans leurs relations avec le monde extérieur. Si bien que personne ne s'est aperçu de rien lorsque ces nouveaux riches russes sont arrivés, car ils n'entretenaient aucune relation avec le monde extérieur. Lorsque nous analysons les entreprises, leurs propriétaires, nous voyons que beaucoup de Russes ont investi énormément d'argent en Espagne, dans des restaurants, dans des parcs de loisirs, dans des nightclubs. On peut dire que derrière chaque activité liée au loisir se cache un Russe. L'opération Troïka affiche des résultats concrets. Outre ces arrestations, des passeports, des armes, des villas et d'innombrables voitures de luxe ont été saisies. Des centaines de millions de dollars répartis sur plus de 800 comptes bancaires ont été gelés. Mais les choses se compliquent quand il faut établir des preuves. Concrètement, quelles charges retenir contre les chefs de bande suspectés? Ils n'ont pas commis de gros délits sur le sol espagnol. Le principal fait qui leur est reproché se limite au blanchiment d'énormes sommes d'argent provenant d'affaires criminelles réalisées à l'étranger. Un terrain juridiquement miné. Les procès pour blanchiment d'argent, fraude fiscale ou détournement sont extrêmement complexes et pas seulement dans le cadre du crime organisé. Ils sont beaucoup plus difficiles à diligenter qu'un procès pour trafic de drogue où la personne arrêtée était en possession d'1,5 tonne de cocaïne, par exemple. Dans ce cas, il est beaucoup plus simple de rassembler des preuves. Pour les suspicions de blanchiment d'argent, les conditions requises par le code pénal sont très complexes. Sans compter que les Russes inculpés en Espagne peuvent compter sur l'aide d'avocats et juristes experts en la matière. Ils ont largement de quoi s'offrir leurs services. C'est là que précisément nous sommes en désaccord avec le ministère public. Le blanchiment de capitaux est une infraction liée à une autre activité criminelle, comme le trafic d'armes ou le trafic de stupéfiants. En fait, il n'y a pas de blanchiment de capitaux si à la base, une autre infraction n'a pas été commise. De notre point de vue,
Du point de vue de la défense, ces personnes ne commettent pas de délit en Espagne. D'ailleurs, il n'existe pas de preuves dignes de foi démontrant qu'elles ont commis un délit dans un autre pays et qu'elles sont ici pour blanchir les capitaux provenant de leurs méfaits à l'étranger. Pour les enquêteurs, la tâche est difficile à l'échelle de l'Europe et l'opération Troïka semble le confirmer une fois de plus. Nous nous efforçons par tous les moyens de prouver les délits. Et nous n'y parvenons pas toujours. Et c'est particulièrement frustrant pour les services répressifs de devoir rendre les fonds saisis à l'issue d'enquêtes très lourdes qui reposent sur les méthodes de vérification propres à la criminalité financière et font appel à la coopération internationale. Dans ces cas, pourtant, il existe bien un soupçon justifié que les fonds proviennent d'actes délictueux. Mais il est impossible de le prouver dans le détail pour chacun d'entre eux. Il n'y a guère d'espoir que ce procès espagnol s'achève sur des peines sévères et dissuasives. Le principal écueil ici est le pays d'origine des suspects. L'économie, la politique et le crime organisé semblent tellement imbriqués en Russie qu'il est difficile de faire une distinction claire et nette entre ces trois secteurs et donc d'établir des preuves concrètes. Je pense qu'ils ne seront pas condamnés à de longues peines. Du moins, c'est ce que semble penser le juge Garzón. Ils sont accusés de fraude fiscale et de blanchiment d'argent. En Espagne, la loi ne prévoit pas de longues peines pour ce type de délit. Il existe effectivement des écoutes qui laissent entrevoir des liens avec des assassinats, mais il est toujours très difficile de le prouver. Nous sommes confrontés à une combinaison de structures légales et illégales qui s'étendent même parfois au domaine politique. Autrement dit, c'est un vrai fouillis auquel nous ne sommes pas habitués dans les États occidentaux. Par conséquent, il nous est quasiment impossible d'y voir clair, car nous ignorons où s'arrête la légalité et où commence l'illégalité. Retour à Moscou. Les funérailles du parrain Vyacheslav Ivankov se prolongent jusque tard dans la nuit sous l'œil de la police. Les chefs de nombreux clans russes se retrouvent ici sans la moindre gêne. Un mois plus tard, en novembre 2009, le président Medvedev paraphe une version musclée de la loi anti-mafia. Elle doit permettre de condamner un criminel pour son seul statut au sein de la hiérarchie du crime organisé. Mais il y a lieu de se demander